Moi, ce que je préfère dans mon métier, c'est corriger les copies. Menteur! Aucun prof n'a dit cela. C'est souvent une corvée, et en plus, il y a de fortes chances pour que vous le fassiez mal. Oui, les profs corrigent mal leurs copies, et c'est tout à fait normal. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis un prof heureux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'on y parle pédagogie, recherche en éducation et outils numériques. Comment peut-il y avoir un problème avec la correction des copies? Une copie, ça a une valeur intrinsèque. Je veux dire par là, une bonne copie, c'est une bonne copie. Sa note, sa valeur ne devrait pas dépendre de la personne qui lit la copie, de la personne qui corrige la copie. Si vous croyez cela, c'est que vous êtes un petit peu naïf, ou que vous avez 5 ans, auquel cas je vous pardonne. Sinon, Leclerc, Nicaise et Demose, de l'Université de Liège, nous proposent un article synthétique autour de cette question. Cet article est intitulé « Docimologie critique, des difficultés de noter les copies et d'attribuer des notes aux élèves ». Lien dans la description. Tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, bien sûr, ce sont des tendances. On peut avoir ces tendances-là. Comment est-ce que cela a été obtenu? Comment est-ce qu'on s'en est rendu compte? Mais figurez-vous qu'on a pris des tas de copies, on les a données à corriger à plein de profs, de différentes manières, en suivant différentes modalités, et on a comparé les notes que les profs ont mises à ces copies-là. Les résultats sont assez fascinants. Je vais vous donner dans cette vidéo 8 choses qui vont influencer la correction des copies. En premier lieu, c'est le système scolaire, c'est-à-dire comment le système est organisé, ne serait-ce qu'avec la notion de classe. Au sein d'une classe, il y a plein d'élèves différents. Figurez-vous que ça va influencer. Par exemple, un élève moyen paraîtra meilleur lorsqu'il est au milieu d'une classe où l'essentiel des élèves ont beaucoup de difficultés. Ainsi, la valeur d'un élève n'est pas reconnue par rapport à ses performances propres, mais aussi par rapport aux performances de l'ensemble de la classe. Deuxième chose qui peut influencer la note d'une copie, c'est l'ordre de correction, la place de la copie dans le tas de copies. Si vous êtes professeur, vous vous en êtes évidemment rendu compte qu'arrivé à la fin du tas de copies, on n'est pas forcément dans le même état, dans la même fraîcheur qu'au tout début de la correction. De la même façon, et c'est complètement injuste, une même copie n'aura pas la même valeur, ne sera pas notée de la même façon si elle suit une excellente copie ou si elle suit une copie très mauvaise. Encore une fois, ça a été testé. Et les élèves s'en rendent finalement compte assez vite, même inconsciemment. Je sais pas vous, mais moi j'ai observé au sein de ma classe souvent des élèves qui s'amusent à mettre leur copie plutôt en dessous parce qu'ils ne veulent pas être lus en premier, ce qui en fait est une erreur stratégique redoutable, puisque quand on est dessus et qu'on est lu en premier, le prof, on peut dire que normalement, il est dans un état psychologique à peu près normal, sauf s'il revient d'une journée de boulot, bien sûr. Autre chose qui peut influencer, ce sont les élèves eux-mêmes. Et ça, c'est pas très... Par exemple, selon les articles concernés, l'origine sociale des élèves peut influencer la note. Selon les circonstances, les élèves issus des milieux favorisés vont voir leur note augmenter. A l'inverse, les élèves étant issus des classes défavorisées peuvent aussi voir leur note augmenter. En tout cas, c'est pas forcément neutre tout le temps. Il n'y a pas que cela, malheureusement. Le genre des élèves ou l'apparence physique des élèves peut aussi avoir une influence sur la notation. En bien ou en mal, selon les circonstances. Autres facteurs qui peuvent avoir une influence, c'est la réputation qu'a peur d'avoir le professeur, et c'est aussi lié à l'effet posthumus. Posthumus, je ne sais pas comment ça se dit, je ne fais que lire, je ne l'ai jamais entendu. Il peut arriver que la publication publique des résultats gêne le professeur. Que va-t-on penser de lui si jamais c'est un prof qui n'a que de très très bons résultats? On va dire « Oh, il est laxiste, il met de bonnes notes pour avoir la paix sociale avec ses élèves. Voilà. En conséquence, peut-être que le professeur aura tendance à adapter ses différentes notes en fonction de cela, même de manière un petit peu inconsciente. On arrive ainsi à l'effet post-humus, un enseignant hollandais, que De Landsheer décrit de la manière suivante. Je vais adorer les noms de famille dans cette vidéo. Un enseignant tend à ajuster le niveau de son enseignement et ses appréciations des performances des élèves de façon à conserver, d'année en année, à peu près la même distribution des notes. Cette distribution des notes, c'est la fameuse courbe de Gauss, courbe en cloche, où en fait on a très peu d'excellents résultats, très peu de très mauvais résultats, et beaucoup de résultats moyens, ce qui va faire donc cette courbe en cloche. Illustration de cet effet-là, rapportée par Roth et Butas en 1959. Je peux mal prononcer tous les noms de famille de cette vidéo, sachez-le. Georgievski a donné 100 copies à corriger à 5 profs différents. Il leur a demandé d'évaluer ces copies, de
insuffisant à excellent. Il a récupéré tous les résultats, il n'a gardé que les copies qui avaient obtenu bien de la part de tous les professeurs, soit environ 15 copies. Ces 15 copies-là, il les a redonnées à 4 autres professeurs pour procéder à la même correction. Les résultats qu'il a obtenus sont assez surprenants. On pourrait s'attendre à ce que tout le monde est bien. Devinez quoi? On a retrouvé la courbe de Gauss. Autre chose, c'est ce qu'on va appeler l'effet de paralysie ou d'inertie. C'est-à-dire que les connaissances des résultats antérieurs des élèves peuvent nous amener à être influencés dans la notation. Un professeur qui fait des dictées tous les jours va avoir tendance à être influencé par les résultats des dictées précédentes et avoir tendance donc à oublier des erreurs dans les très bonnes copies et par contre à faire beaucoup plus attention pour les élèves qui sont en difficulté et donc il ne va oublier aucune erreur. L'idée c'est du type « Ah tiens, c'est Bidule, donc Bidule est un excellent élève, ouais donc c'est bon, je vais corriger très vite, ah ben c'est encore très bien, on y va ». Et résultat, quand on regarde les copies, les corrections, à la fin on se rend compte que le professeur a oublié certaines erreurs. D'autre part, on est aussi influencé par ce qu'on lit au début de la copie. C'est pour ça qu'il faut très bien soigner le début de la copie. Par exemple, si dès le début de la copie il y a quelque chose qui ne va pas, on aura tendance à forcément repérer toutes les erreurs à la suite de la copie. Alors que si le début de la copie est excellent, les erreurs suivantes seront peut-être un petit peu moins prises en compte. Chers élèves, soignez le début de vos copies. Autre chose qui peut influencer l'effet de halo. Vous trouverez d'autres vidéos très bien faites sur l'effet de halo, donc je ne vais pas m'étendre sur la question. L'idée, en gros, c'est que les qualités que l'on attribue à une personne vont bien au-delà de ses qualités réelles. Par exemple, dans mes vidéos, j'essaie d'être sympathique et j'essaie de faire des blagues. Alors vous vous dites peut-être, oh, ce youtubeur doit être très sympathique dans la vie, ça doit être un bon prof, dynamique, et j'aimerais l'avoir comme collègue. Ben non en fait, je déteste tout le monde, je n'ai aucun sens de l'humour. Dans le domaine de l'éducation, l'expérience suivante a été réalisée. On a donné 2 rédactions dactylographiées à corriger à 2 groupes de 46 professeurs. Au groupe 1, le chercheur a dit « Le travail 1 est l'œuvre d'un élève moyen qui aime lire des BD, son père et sa mère sont employés. Le travail 2 a été fait par un enfant doué, son père est rédacteur d'un quotidien connu. » Évidemment, vous vous en doutez, au deuxième groupe de professeurs, la présentation des élèves auteurs des copies a été inversée. Résultat, dans les 2 cas, les notes attribuées sont supérieures pour l'élève qui a un profil favorable. C'est celui qui ne lit pas de BD. Par exemple, pour l'orthographe, un truc qu'on pourrait se dire un peu objectif. 16% ont jugé l'orthographe très satisfaisante pour l'élève au profil favorable et aucun n'a jugé cette orthographe insuffisante. L'orthographe de la même copie, mais présentée comme venant d'un élève au profil moins favorable, a obtenu 0 très satisfaisant en termes d'orthographe, mais 11% d'insuffisant. Elle est déprimante cette vidéo. Abonnez-vous. 7e effet, c'est bien sûr l'instabilité du correcteur. Hartog et Rod, en 1935, ont demandé à 14 historiens de corriger les mêmes copies, mais avec 12 mois à 19 mois d'écart. Donc ils ont eu le temps d'oublier leur première correction. La première fois, simplement, ils leur ont demandé de dire si la copie était une réussite ou un échec. Dans 92 cas sur 210, soit presque la moitié, dans la deuxième correction, les résultats étaient différents. On se pose des questions. Enfin, on va terminer là-dessus. 8e cas, c'est bien sûr la différence entre les correcteurs. Vous savez, a priori, selon le correcteur, on sait que le résultat sera différent. Cela ne devrait pas être le cas, mais si on fait corriger les mêmes copies avec des profs différents, on a entre 36% et 81% d'avis discordants. 36% pour les mathématiques, quand même, et 81% pour la philosophie, par exemple. Et on obtient des avis discordants, que cela soit avec une note sur 20, ou si on prend une échelle de 4 valeurs, comme par exemple insuffisant, fragile, satisfaisant, très satisfaisant. On a aussi des erreurs juste avec ces 4 niveaux, malheureusement. Voilà. On a fait le tour de la question et franchement, c'est pas réjouissant. Le pire, c'est qu'on est au courant de ces phénomènes et que la plupart des travaux qui sont présentés dans l'article datent en fait du début du siècle dernier. Donc on peut se poser la question de savoir si ça perdure dans le temps
Et il semblerait effectivement que certaines expériences qui ont été refaites par la suite, bien sûr, ont été confirmées et ont confirmé ces résultats-là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des trucs qui ne vont pas, qu'est-ce qu'on fait? Pour contrer ces phénomènes, il y a certains pays qui ont pris l'option du QCM. Voilà, c'est juste ou c'est faux. Voilà, et ça peut même être corrigé par une machine, ce qui est très pratique. D'un autre côté, on peut se dire, mais alors, du coup, comment évaluer d'autres compétences que l'on ne peut pas évaluer avec un QCM? C'est pas si simple. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire comment régler ces problèmes-là. Je pense déjà qu'une partie de la solution, c'est d'en avoir conscience. Ça, c'est fait. Maintenant, vous, dans les commentaires, il y a deux choses qui m'intéresseraient. Dites-moi si, un, vous étiez au courant de tous ces biais-là, et numéro 2, qu'est-ce que vous faites en ayant conscience de ces biais-là? Qu'est-ce que vous faites pour éviter d'être influencé? C'est ça qui m'intéresse. Bien sûr, moi je fais des choses, mais c'est surtout votre avis qui m'intéresse. Je ne vous dis rien pour ne pas vous influencer. Laissez libre cours dans les commentaires. Déjà, si vous arrivez à la fin de la vidéo, bravo. Et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de commentaires de toute façon, donc s'il vous plaît, allez-y. Comment faites-vous pour éviter d'être biaisé dans vos jugements lors de la correction des copies? N'hésitez pas à donner un pouce bleu à cette vidéo et à la partager à tous vos amis professeurs ou à tous vos amis étudiants en sciences de l'éducation ou à tous vos amis tout court. Ça me fera vraiment très très plaisir et avec ça, on aura beaucoup de réponses en commentaire, ce sera franchement très intéressant. Ciao!